Bonjour et bienvenue dans Un autre chemin est possible, le podcast pour les personnes en chemin vers un métier de sens dans le bien-être ou l'accompagnement. Je suis Marion, je suis docteur en pharmacie et naturopathe pour vous aider à prendre soin de vous au quotidien et également coach pour accompagner les personnes dans leur reconversion et lancement d'activité vers les métiers du bien-être et de l'accompagnement. C'est un chemin que j'ai moi-même entrepris il y a 2 ans parce que je crois qu'un autre chemin est possible. Un chemin où l'on prend soin de soi, où notre activité professionnelle elle est riche de sens, elle est alignée avec nos valeurs et notre mode de vie. Parce que je crois qu'on peut choisir et se réinventer. Ici, pas d'utopie. Dans ce podcast, je vous partage mon parcours, mes défis, mes victoires, mes réflexions et une dose d'inspiration pour traverser le chemin passionnant de l'entrepreneuriat tout en prenant soin de vous. Mais aussi des interviews de personnes inspirantes qui ont pris un autre chemin et qui vivent aujourd'hui leur activité. Après tout, si c'est possible pour elles, alors pourquoi pas pour vous? Si vous aimez ce podcast, vous pouvez me soutenir en vous abonnant sur vos plateformes d'écoute préférées, vous pouvez le noter ou laisser un petit commentaire et le partager autour de vous. Je vous laisse avec l'épisode. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Un autre chemin est possible. Aujourd'hui, j'accueille ma dernière invitée de l'année 2025, Ingrid Baswamina, qui est sophrologue. J'ai rencontré Ingrid il y a environ 1 an, parce qu'en fait on évoluait dans les mêmes sphères d'accompagnement, notamment autour d'Elsa Couteillé. Mais je l'ai vraiment découverte au printemps dernier grâce à ses réels sur Instagram. Donc allez les voir, ces vidéos elles sont vraiment géniales, elles sont très incisives. Je vais vous mettre les liens en description de l'épisode pour que vous puissiez les regarder. Ingrid, elle ose porter une parole claire, engagée et résolument rebelle dans le monde du bien-être et ça fait du bien. On partage toutes les deux une vision systémique du prendre soin dans une société qui nous épuise et nous rend malades. Avec Ingrid, on va parler d'une sophrologie qui bouscule, d'autodéfense, de limites et de repos comme acte politique. Bonjour Ingrid, comment tu vas? Bonjour Marion, ça va très bien, merci beaucoup de m'accueillir, je suis ravie d'être là. Alors, est-ce que tu peux commencer par te présenter, nous dire qui tu es, ce que tu fais dans la vie et ce qui t'anime? Alors, bon, je m'appelle Ingrid, ça tu l'as déjà dit. J'exerce le métier d'accompagnante et pour accompagner les personnes en individuel ou en collectif, j'utilise la sophrologie et depuis un peu plus récemment l'autodéfense. On aura l'occasion d'en reparler ensemble. Et ce qui m'anime, c'est, d'animer des ateliers, notamment, collectifs, de partager, ma vision du bien-être. Je le fais, beaucoup sur les réseaux sociaux, un bien-être, politisé, d'avoir une approche systémique, c'est très, très important pour moi, et loin de cette fameuse, neutralité, thérapeutique qu'on attend beaucoup des thérapeutes ou dans le milieu du bien-être. Mais voilà, ce qui m'anime, c'est d'accompagner les personnes vers un mieux-être avec les outils que j'ai à ma disposition. Bah alors justement, ton premier outil, ça a été la sophrologie. Comment t'es arrivé, comment t'as découvert la sophrologie? Qu'est-ce qui t'a attiré dans cette pratique au départ? Alors, au départ, la sophrologie, je me suis fait accompagner tout simplement. J'ai moi-même suivi un accompagnement en sophrologie. En fait, à la base, je cherchais, à suivre une, psychothérapie, donc je cherchais un psy et en fait, moi, je marche beaucoup par, bouche à oreille. Donc du coup, j'ai demandé autour de moi, voilà et j'ai, ma kiné, elle est ostéo, à l'époque, à qui je pose la question: «Est-ce que tu connais pas un psy?» et cetera. Elle me dit: «Non, je connais pas de psy, mais par contre, je connais une super sophrologue» et du coup, elle me dit, enfin, elle me fait vraiment une description dithyrambique, elle a changé ma vie et cetera et du coup, je me suis dit: «Bon, bah, trop bien, moi aussi, je veux que ma vie, elle change». Du coup, je me suis dit: «Bah, allez, je vais prendre rendez-vous» et en fait, en me rendant, au cabinet de sophrologie, dans l'ascenseur, je me suis rendu compte que j'avais même pas regardé la définition sur Google. Vraiment, c'était le saut dans l'inconnu et j'ai commencé à ce moment-là un accompagnement, en sophrologie qui a duré, une douzaine de séances à peu près et ça a pas été une révélation, heu, mais ça a été extrêmement, utile pour moi. C'est-à-dire que c'est une méthode qui m'a véritablement moi, j'y allais, principalement pour, mieux traverser certaines émotions, notamment la colère qui était, assez, envahissante pour moi, dans ce moment de ma vie
Et donc, ça a été une expérience extrêmement porteuse pour moi, dont je garde encore aujourd'hui plein plein de choses qui sont en place dans mon quotidien. Et voilà, comment j'ai découvert cette pratique-là. Et justement, bah, tu nous le dis un petit peu, qu'est-ce qui a changé pour toi, mais s'il y avait eu un peu un avant, après la sophro et je pourrais dire, en fait, la sophro dans la manière où tu t'es fait accompagner, mais aussi après quand tu t'es formée. La Ingrid avant sophro et la Ingrid après sophro, ça change quoi? Beaucoup de choses que j'ai pas forcément, c'est pas forcément évident à identifier d'ailleurs. C'est c'est très très présent et à la fois c'est tellement diffus en fait dans plein d'interstices de ma vie que c'est un peu difficile de répondre à cette question. Mais je dirais que globalement, j'ai plus conscience de moi-même, de mes ressentis, de ce qui peut se passer en moi, dans mon corps, de ce que je vis. Et du coup, je traverse pas du tout les événements de la même façon parce que avoir plus conscience de soi et des autres, mes interactions sont pas les mêmes. J'ai plus de recul sur les choses. Je pose plus mes limites aussi parce que forcément, j'ai plus conscience de moi, donc je sais faire le tri entre ce qui est OK pour moi et ce qui l'est pas du tout. Donc ça, c'est un vrai changement, mais je dirais que ouais, la chose principale, et c'est un peu l'essence de la sophro, c'est-à-dire je vis dans un niveau de conscience qui est quand même supérieur à celui de la Ingrid d'avant. Et du coup, bah, ça change un petit peu, ça change tout quand même. Et ça a beaucoup d'impact justement de changer de niveau de conscience, moi j'ai quand même l'impression que dans notre société, c'est ce qui manque beaucoup justement, un manque de conscience au global, de soi-même et du monde. Justement, toi tu dis que la sophrologie, c'est une méthode rebelle. J'aime beaucoup, cette appellation et honnêtement, elle est plutôt rare dans le milieu du bien-être. Qu'est-ce que ça veut dire exactement pour toi? En fait, cette formule, elle est venue, hem, c'est venu assez naturellement en fait et c'est venu d'un constat, en fait, quand j'ai commencé. C'est-à-dire que et c'est venu assez vite parce qu'en fait, j'ai regardé la date tout à l'heure parce que je savais plus exactement quand j'avais commencé mon activité et en fait, ça fera 3 ans en février, 2026 et donc cette formule, elle m'est venue, au fil de la pratique, mais finalement assez rapidement parce que ça fait que 3 ans et la sophrologie, c'est une méthode en fait qui est quand même à contre-courant de mon point de vue. De ce que le système ou la société nous impose aujourd'hui comme façon de vivre. C'est-à-dire que il y a plein de choses, hein, on nous pousse à toujours plus de productivité aujourd'hui. Bah, la sophrologie, elle est plutôt, c'est une méthode plutôt qui va enjoindre les personnes qui la pratiquent à se concentrer sur l'essentiel. On est loin en sophrologie, on est loin d'une volonté de productivité, de perfection que nous pousse la société à vouloir atteindre. Voilà, en sophrologie, on n'est pas là-dedans. On nous pousse à la vitesse. Pareil, en sophrologie, on nous pousse pas forcément à ralentir, mais simplement à aller à son rythme. Euh, voilà, on nous pousse dans un système capitaliste, à être beaucoup tourné vers l'extérieur. Bah, la sophrologie, elle se fait nous poser la question, de quoi j'ai besoin moi dans ce monde? C'est vraiment une méthode qui permet de revenir à soi, à ses besoins fondamentaux, à pouvoir les identifier et à pouvoir y répondre. Or, j'ai pas l'impression que le monde actuel, le bien-être des êtres humains, ce soit une grande priorité. Très sincèrement, hein, c'est même tout le contraire, hein. On est plutôt dans un monde qui utilise l'être humain pour produire toujours plus, détruire la planète, etc. Et j'ai l'impression vraiment que la sophrologie, elle permet de revenir à soi, à l'essentiel, à une forme On en parlera aussi du repos un peu plus tard, mais oui, ça va vraiment à l'encontre de tout ce qu'on peut nous imposer aujourd'hui dans la société. Et c'est pour ça, il y a aussi, pardon, j'oubliais, mais il y a aussi la notion du corps. C'est-à-dire qu'en sophrologie, on est il y a une dimension corporelle qui est très très importante, mais on n'en a pas encore
toujours conscience, je l'explique à mes accompagnés, bien sûr, dès la première séance, il y a une dimension corporelle qui est très très importante. Or, dans la société d'aujourd'hui, le corps, il peut être valorisé s'il rentre dans la norme, donc esthétiquement parlant, voilà, s'il rentre dans la norme, il est valorisé. On le valorise aussi pour la performance, mais il n'est pas valorisé, il n'est pas encouragé comme un corps vécu qui aurait des messages à nous envoyer, des choses à nous dire, qui serait traversé lui aussi par les émotions, par tous les événements qui peuvent nous arriver dans la vie. Et la sophrologie, elle remet un peu, entre guillemets, l'église au milieu du village et elle nous sort un peu de cette dimension très mentale. En fait, moi, j'ai souvent des accompagnés qui viennent en séance en me disant qu'ils ont l'impression d'être coupés en deux, d'avoir d'un côté la tête et de l'autre le corps. Et la sophrologie, l'un de ses principes fondamentaux, c'est vraiment de rassembler les deux. Parce qu'en sophrologie, voilà, la conscience, c'est pas seulement la tête, c'est vraiment la globalité de l'être. C'est le corps et le mental qui ne forment qu'un. Donc il y a vraiment pour moi dans cette méthode, pourquoi rebelle? Parce qu'il y a une forme de résistance en fait par rapport au monde qui nous entoure, qui est aujourd'hui extrêmement violent. Donc, c'est un outil, je pense, effectivement, d'émancipation et qui peut jouer un rôle très précieux dans le bien-être aujourd'hui. Ouais. Et ça, tu en as toujours eu conscience ou quand tu as commencé à te former et d'ailleurs, je crois que je t'ai pas posé la question, c'est vrai, qu'est-ce qui a fait que tu es passé de «C'est trop bien pour moi» à «En fait, je vais me former et peut-être en faire un autre métier»? Mais justement, peut-être que tu vas nous parler de ce moment de bascule, mais est-ce que dès le départ, tu avais conscience de ce côté rebelle de la technique et enfin de cette méthode de résistance? Ou c'est venu à un moment? En fait, tu as commencé juste en mode, c'est un outil super, avec lequel je vais accompagner et après est venue la notion de résistance face au système. En fait, alors comment j'en suis venue à me former déjà? Oui, donc effectivement, voilà, c'est un outil au début, j'ai suivi mes petites séances, ça se passait bien pour moi. Donc effectivement, j'ai vu que ça a fonctionné, pour moi en tout cas à ce moment-là. Et en fait, après, à ce moment-là, en fait, j'étais à un moment de ma vie où je venais juste de subir un licenciement économique que j'ai bien vécu parce que j'étais arrivée au bout de mon poste. Voilà, pour moi, ça a pas été un événement, un choc pour moi. Voilà, c'est une période que j'ai assez bien vécue, même si un licenciement, c'est jamais la joie, mais je savais que j'étais arrivée au bout de quelque chose et que potentiellement, voilà, je prendrais une autre route parce que j'étais plus forcément très alignée avec ce que je faisais à ce moment-là. Et en fait, donc j'ai voyagé un petit peu et j'ai passé quelque temps en Thaïlande et j'ai fait pendant ce voyage une retraite yoga, méditation, enfin voilà, quelque chose d'assez classique hein, qui est très très proposé là-bas. Et en fait, ce qui m'a le plus frappé dans cette expérience, qui pour moi était quand même assez fondatrice dans ce que je fais aujourd'hui, c'est l'aspect collectif. C'est-à-dire, je me suis retrouvée avec, on était nombreux, on était entre 20 et 30 pendant une semaine. Et en fait, il y avait des espaces, alors effectivement, pardon, il y avait la méditation, le yoga, mais il y avait une dimension du collectif. Un niveau de... Alors, je sais que ce mot aujourd'hui, il est un peu... on l'utilise un peu à tort et à travers, on ne sait plus trop ce que ça veut dire, mais pour moi, ça a été à ce moment-là, en tout cas, vraiment un niveau de bienveillance que j'avais jamais expérimenté avec des inconnus, voilà, venus du monde entier, etc. Et en fait, ce qui m'a profondément marqué à ce moment-là, c'était la dimension collective. Et donc je rentre de ce voyage. Pareil, j'ai pas eu un déclic. Moi, je suis plutôt sur le temps long, donc il faut que les choses elles infusent. Et en fait, je suis rentrée. Je savais que je voulais plus retourner à mon ancien métier. Et je me suis dit, en fait, je veux du collectif dans ma vie, je veux de l'humain dans ma vie, en fait, moi aussi, je veux ouvrir des espaces comme ceux que j'ai vécu là-bas. C'était ça, en fait, le point de départ. Et en fait, juste, voilà, en réfléchissant, je me suis dit, en fait, la sophro, ça peut être la bonne chose pour moi.
Ça cochait toutes les cases, en fait. Je me suis renseignée et en fait, je me dis: «Non, mais c'est trop ça que je veux faire, c'est génial» et cetera et c'est marrant parce que ma sophro de l'époque m'a pas forcément encouragée, parce que je lui en ai parlé du coup, de ce projet et c'est marrant, ouais, elle m'a pas du tout encouragée dans ce sens-là, mais tant pis. En fait, c'était, voilà, ça m'appelait. Et tu sais pourquoi elle t'a pas encouragée? Je lui ai pas posé la question. Même en ayant eu ce feeling, je ne lui ai pas posé la question, mais j'ai l'impression que, c'était lié à la difficulté de se lancer. Pourtant, de l'extérieur, je dis ça avec des pincettes, j'ai l'impression que ça marchait très bien pour elle. C'est-à-dire que j'arrivais au cabinet, quelqu'un sortait, je sortais du cabinet, quelqu'un rentrait. Donc, il y avait, enfin voilà, il y avait du mouvement autour de son cabinet. Voilà, je ne sais pas, j'en sais pas plus, mais mon feeling, c'était que j'ai l'impression que c'était lié à la difficulté de s'installer, de monter une activité de ce type-là, mais je peux pas le garantir, c'est vraiment une supposition de ma part. Du coup, est-ce que, oui, le côté rebelle m'est apparu tout de suite? Honnêtement, non. C'est pas du tout quelque chose qui était mis en avant dans ma formation. Donc c'est quelque chose vraiment que j'ai en fait oui, un constat, un feeling, que j'ai forgé en fait, au fil de ma pratique, que j'ai constaté sur moi par rapport à mes accompagnés. Moi je suis déjà à la base, quelqu'un, d'assez politisé, même avant mon activité. Mais du coup, d'avoir en fait cette pratique, j'ai l'impression que ça a encore renforcé le recul et la distance que je pouvais avoir par rapport au système dans lequel on vit. C'est-à-dire que c'est comme si, en fait, ça m'avait un petit peu apporté des lunettes que je n'avais pas avant, un niveau de lecture, en fait, de ce qui se passe autour de nous, qui m'est apparu avec, alors, dans un premier temps, avec beaucoup plus de violence, parce que du coup, je me disais, mais c'est pas possible, en fait, comment on peut vivre comme ça? Quand je vois ce qu'on peut vivre en sophro, les temps qu'on s'accorde, l'espace qu'on peut se créer, même si on a l'impression qu'on n'en a pas, on peut en créer autour de soi. Encore une fois, c'est pas miraculeux, hein, et le système est écrasant, extrêmement violent, donc on fait comme on peut. Mais c'est vrai qu'il y a des outils dont la sophrologie fait partie qui peuvent en tout cas nous donner un niveau de lecture qui est un petit peu différent. Et je pense que quand on a plus conscience de ce qui se passe autour de soi, bah, notre liberté d'action, elle en est augmentée. Et j'ai vraiment ressenti ça avec la sophrologie, mais pour le coup, c'est quelque chose qui m'est apparu plus tard, dont je sentais qu'il y avait quelque chose de cet ordre-là, mais disons que moi, j'ai voulu le déployer et en parler en tant que tel, même si prendre la parole là-dessus au départ, ça n'a pas été, ça a pas été hyper simple, mais c'est comme ça que je la vis, la méthode, donc c'est important pour moi d'en parler de cette façon-là. Donc tu dirais, en fait, ça fait peut-être, 1 an, quelque chose comme ça que tu as vraiment ces discours-là? Oui, je pense. Oui, oui, il m'a fallu le temps, bah, de faire infuser, pour moi, d'y trouver une vraie cohérence, de me faire confiance aussi. Parce que c'est pas évident de s'exprimer. En fait, personne, à ma connaissance, hein, je dis pas que j'ai inventé quelque chose, mais à ma connaissance, personne ne parle de sophrologie de cette façon. Donc, ça n'a pas été évident pour moi de mettre des mots là-dessus parce que je me disais, mais en fait, t'es qui? En fait, enfin, je veux dire, voilà, toi, tu débarques, ça fait 4 ans que tu pratiques la sophro, enfin voilà. Donc, c'est pas évident par rapport à ses pairs de prendre cette voie-là et de dire, bah, en fait, moi, la sophrologie, comment je la vois, c'est comme ça, j'ai envie d'en parler de cette façon-là, parce que voilà ce que j'ai constaté. Et oui, donc je pense que ça fait 1 an que j'ose vraiment poser des mots là-dessus et voilà et j'ai l'impression que ça résonne pas mal donc j'en suis heureuse. Mmh mh. Mais c'est intéressant que tu dises aussi justement que tu es passée par, voilà, des freins, à dépasser. Enfin, moi je vois aussi pour les personnes que j'accompagne, c'est souvent effectivement ces petites voix de «Qui je suis pour dire ça?» Et il y a toutes ces limitations et qu'en fait ça prend effectivement, comme tu dis, ça faisait déjà un moment que ça infusait en toi avant d'oser pouvoir le dire donc c'est aussi respecter ce temps de maturation avant d'être prêt
à s'exposer publiquement aussi, à porter ces messages? Oui, 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 exactement, et ça en fait, j'ai l'impression que j'ai dû, finalement, laisser maturer en fait, cette vision que j'avais de la sophrologie, que ça prenne, corps et que mais en fait, au bout d'un moment, c'est devenu inévitable parce que c'était pas une idée, c'était pas comment dire? C'était pas une invention, en fait. De séance en séance, je voyais bien, les effets que ça pouvait avoir, je voyais bien le recul que mes accompagnés pouvaient prendre par rapport à ce qu'ils et elles vivaient. Donc en fait, c'est devenu, finalement inévitable pour moi d'en parler comme ça, mais effectivement, ça a pas été facile de porter cette voix-là, d'oser. Donc au début, j'y suis allée un petit peu, voilà, un petit peu à tâtons, je suis restée dans ma zone de confort aussi, j'abordais les sujets avec lesquels j'étais à l'aise et cetera et puis au fil du temps, plus ça va, en tout cas pour moi ça s'est passé comme ça, plus finalement je me suis dit que de toute façon je peux pas en parler autrement puisque c'est comme ça que moi je la vis, c'est comme ça que je la vois. Mais c'est pas évident de sortir de ce truc-là. Il y a des choses à déconstruire en sortant de formation. Et puis le milieu du bien-être, il y a quand même beaucoup de codes, quoi. Il y a quand même, voilà. Moi, mon site internet que je peux plus voir en peinture aujourd'hui, j'avoue, il est plein de couleurs pastel. Voilà, je le ferai plus du tout de la même façon. Enfin, il y a des choses. Pour moi, voilà, il fallait être une accompagnante avec. Il fallait être calme, il fallait être posé, avoir une certaine image, etc. Et du coup, quand on parle de sophro-rebelle, bon bah, enfin, ça détonne, hein, c'est quand même. Donc, ouais, il m'a fallu du temps, mais je suis très contente aujourd'hui voilà, d'arriver en tout cas à porter ma voix. C'est extrêmement important et t'en parles dans un de tes épisodes de podcast. C'est vraiment, je pense, salvateur pour soi-même aussi de faire ça parce que s'exprimer et porter sa voix, pour moi, c'est vraiment un acte de self-care que j'encourage beaucoup auprès de mes accompagnés. Donc, le faire pour soi-même, c'est extrêmement salvateur et moi, je sais que ça m'a libérée dans ma pratique, vraiment. Et justement, dans tous tes réels, moi, il y a une phrase que j'adore, en fait, c'est un peu ta phrase signature que tu dis à chaque fois. Tu dis: «Ici, on prend soin, on pose ses limites, on défie le système». Donc comment elle t'est venue cette phrase? Et bah, en fait, c'est drôle. En fait, elle m'est venue hyper naturellement. En fait, j'ai commencé effectivement, bah, tu disais au printemps dernier, c'est ça, à être un petit peu plus active, à publier un petit peu plus et à voilà, à déployer un petit peu plus ce que je voulais partager sur les réseaux et en fait, j'en ai fait quelques-uns et en fait, je me suis dit, dans un aspect purement pratico-pratique, je me suis dit à un moment: «Mais en fait, tes réels, ils commencent à voyager un petit peu, à être un petit peu partagés et en fait, on ne sait pas qui tu es. On ne sait pas ce que tu fais, donc bon, à un moment donné, dans ta vidéo, il faut que tu trouves un moment pour te présenter brièvement avant, d'enchaîner sur ce que tu veux exprimer et du coup, et en fait, c'est venu hyper naturellement. Pour te dire, je sais même pas si je l'ai écrite cette phrase. En fait, je me revois en train de tourner la vidéo. Je me dis: «Ah ouais, mais là, pour celle-ci, je veux vraiment une signature parce que» et en fait, ça m'est venu, mais hyper, hyper naturellement et je me suis dit sur le moment: «Ça va évoluer». En fait, je me suis dit, «Ce truc-là, je le dis là parce que voilà, sur le moment, ça me parle, mais pour les prochaines, je vais me poser et je vais vraiment écrire, plusieurs possibilités. Je vais essayer de» et en fait, c'est resté parce que alors j'avoue que je me suis pas posée sur le truc, mais en fait, je me suis dit: «Mais en fait, je vais pas changer». En fait, c'est pour l'instant, en tout cas, ça correspond assez bien à ce que je veux porter, à ce que je fais, à ce que je veux faire. Donc au final, je me suis dit: «Bon, bah, OK, on garde ça», voilà. Donc assez naturellement, finalement. Mmh. Ah mais elle est trop bien cette phrase et justement donc tu introduis cette notion de «on pose ses limites», ce qui pareil pour moi est quand même assez, rare, enfin c'est pas forcément une notion dont j'avais entendu parler dans ces milieux-là. C'est quoi toi la limite que tu as posée dans ta vie en fait qui t'a le plus, changé? Je pense qu'il y en a 2. Je pense que une des limites les plus précieuses que j'ai pu poser, c'est, concernant mon entourage. C'est-à-dire que, j'ai très vite, enfin très vite.
même dans mes relations passées, moi, je pense que j'ai fait un certain tri. J'espère que ce mot ne va pas, ne va pas heurter, mais j'ai fait un certain tri dans mes relations, en fait. Parce que voilà, j'estime que choisir son entourage, c'est quand même un acte de self-care qui est hyper important, hyper précieux, et que d'avoir en fait des personnes, soit que je me forçais à fréquenter, soit qui pouvaient me heurter par certains propos sexistes, racistes, etc. Parce que j'ai eu dans ma vingtaine des fréquentations qui pouvaient être à ce point toxiques et délétères pour ma santé mentale. Donc en fait, j'ai mis fin à des relations. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est très important. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Ça a vraiment été salvateur de mettre fin, voilà, de mettre des limites ou alors voilà, de décider de ne fréquenter certaines personnes que dans certains espaces et pas dans d'autres, mais en tout cas de faire des choix sur les relations qui pouvaient être autour de moi et ne plus être finalement disponibles comme j'avais pu l'être avant. Et je pense que l'autre limite, c'est une limite qui est très terre à terre, mais c'est une limite liée à mon emploi du temps. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que je suis quelqu'un qui... Je me recherche toute seule, moi. C'est-à-dire que j'aime, alors c'est paradoxal parce que j'adore le collectif. Donc effectivement, j'adore animer des espaces collectifs, j'adore être en groupe, j'adore les personnes, etc. Mais c'est drainant pour moi. Euh, Même si ça peut me recharger à certains égards, mais je sais que j'ai besoin de temps, en tout cas c'est sûr, j'ai besoin de temps dans mon emploi du temps pour, pour me recharger, moi, toute seule. C'est ce qui me recharge le plus. Et du coup, je pense que j'ai mis des limites temporelles très concrètes. J'ai le privilège de pouvoir le faire aujourd'hui. Je sais que c'est un privilège, hein, qu'on n'a pas tous la possibilité, voilà, de pouvoir se faire des plages de rien, entre guillemets, dans notre emploi du temps. Mais c'est vrai que ça, pour moi, c'est très important. Et je l'ai vu dans mon activité. À un moment donné, j'avais des créneaux. Voilà, c'était un peu ouvert. Je m'adaptais beaucoup aux autres, aux enfin, oui, aux possibilités de mes accompagnés. Évidemment, je le fais toujours, mais dans une certaine mesure. Alors qu'avant, je pouvais être beaucoup plus permissive avec mon propre temps. Et du coup, ça a été aussi un changement pour moi. C'est pas évident de faire ça parce que, bon, bah voilà, hein, on sait que dans l'entrepreneuriat, on a très envie d'être très disponible, de répondre à toutes les demandes. Enfin, en tout cas, c'était comme ça pour moi au début. Et maintenant, j'ai développé vraiment cette capacité à me dire, bah, très concrètement, avant, je bossais le samedi matin. J'ai constaté que pour moi, c'était plus OK en termes de rythme. Et du coup, j'ai décidé de fermer le créneau du samedi matin, les créneaux. Je m'interdis pas d'y revenir un jour, mais là, je sais que ma limite, elle est là. Et que maintenant, je peux plus assurer des séances voilà, à ce moment-là. Pareil, j'en proposais plus tard le soir. J'ai vachement réduit. Enfin voilà, cette limite, pour moi, elle a été vraiment très importante. Mais ça a été un chemin de prendre cette liberté-là, m'autoriser à avoir ces limites temporelles et que mon temps ne soit plus finalement à la disposition des autres. Bah, et justement, ça me fait, le lien avec une pratique que tu as, en tout cas que tu mentionnes dans ta bio Instagram, c'est l'autodéfense. Alors moi, tu vois, l'autodéfense, c'est vrai que je connaissais l'autodéfense d'un point de vue physique, qu'on c'est souvent relié à ça. Par exemple, je sais pas si c'est de la pratique d'arts martiaux ou en tout cas des techniques pour, pouvoir se défendre physiquement et c'est vrai que c'est assez récent que j'entends parler d'autodéfense de manière plus large et d'ailleurs, il y a pas très longtemps, j'ai entendu parler d'autodéfense pour les enfants parce que, enfin, moi, je suis maman et il y a un gros sujet actuellement, notamment sur les violences sexuelles faites aux enfants, dont on parle beaucoup là, actuellement à Paris, avec le périscolaire, tout ça. Donc bref, du coup, ce sujet de l'autodéfense, il m'intéresse et est-ce que tu peux nous partager justement qu'est-ce que c'est? Comment toi tu la pratiques l'autodéfense? Oui, alors en fait, moi, l'autodéfense, pareil, j'avoue que j'en étais très très éloignée et j'avais plutôt la notion, la vision du self-défense. Voilà, effectivement, se défendre physiquement uniquement.
Et comment j'en ai... En fait, j'en ai entendu parler pour la première fois au festival Faire Corps, organisé par le Centre Sésame à Lyon. Et lors d'une table ronde, l'une des participantes a évoqué l'autodéfense et ça m'a tout de suite interpellée. Et quelques mois plus tard, j'ai décidé de suivre un stage avec l'association Impact, donc association d'autodéfense féministe à Lyon, dont aujourd'hui je suis bénévole d'ailleurs. Donc ça a vraiment, voilà, pour te dire à quel point ça m'a vraiment énormément frappé, énormément plu, énormément parlé. Et du coup, j'ai découvert l'autodéfense à ce moment-là lors d'un stage de 2 jours. Et j'ai décidé par la suite, très vite hein, finalement, parce que ce stage-là, il a eu lieu en février 2025. Et je me suis formée en juin 2025. Donc ça a été assez vite. Et ça m'a vraiment beaucoup appelée. Et je me suis formée en fait à l'autodéfense, à une autodéfense spécifique qui s'appelle l'autodéfense MEVIP. Donc c'est une méthode d'autodéfense qui a été créée par Anne Van Hift. Et l'autodéfense MEVIP, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire autodéfense mentale, émotionnelle, verbale, intellectuelle et physique. Donc on voit en fait dans tout ce panel qu'il n'y a pas que la dimension physique, mais il y a toute une dimension mentale, intellectuelle, émotionnelle qui en fait est très peu évoquée. Donc effectivement, c'est un type d'autodéfense qui n'est encore pas très connu. Et pourtant, je pense que c'est vraiment, enfin, il y a plein de ressources hyper intéressantes à aller y chercher. Et en quoi ça consiste en fait? Ça consiste vraiment en une méthode qui permet aux personnes qui la pratiquent simplement de vivre les relations, que ce soit professionnelles, personnelles, de pouvoir vivre ces relations de la façon la plus pacifique, mais aussi la plus joyeuse possible. C'est-à-dire être capable finalement de s'autoriser à poser ses limites dans certaines sphères de sa vie, à pouvoir avoir accès à ce qui est OK pour nous, ce qui n'est pas OK pour nous. Il y a aussi la notion de reconnaître une agression, c'est-à-dire savoir voilà, quand est-ce que on est victime d'une agression et avoir les ressources pour pouvoir y faire face de la meilleure façon pour soi. L'idée étant, bien sûr, de se mettre en sécurité, de préserver sa santé mentale, physique, émotionnelle, et finalement de pouvoir traverser la vie de la façon la plus juste possible pour soi, pardon, et en fait de vivre juste de la façon, enfin, libre et heureux, et de pouvoir ouais, poser ses limites là où on en a besoin. Donc, c'est des outils qui sont extrêmement concrets. Parfois, on les utilise déjà, mais on n'en a pas conscience. Donc, c'est aussi des lieux où eh bien, on peut prendre conscience de tout déjà ce qu'on met en place et de pouvoir, parce qu'on a tous et toutes des ressources déjà d'autodéfense, mais ça permet d'en prendre conscience, de renforcer ces outils-là, d'en acquérir d'autres, de prendre confiance en soi. Et c'est aussi des espaces qui sont collectifs. J'aimerais par la suite pouvoir proposer des séances individuelles. Je commence tout doucement, mais simplement avec mes accompagnés en sophrologie qui en manifestent l'envie, le besoin, et quand je vois que ça peut être pertinent, je le propose. Donc, c'est pas encore une offre voilà, qui est ouverte à tout le monde, et ça viendra, j'espère. Mais en tout cas, pour l'instant, j'anime des ateliers collectifs, et cette dimension collective, elle est extrêmement importante, notamment dans ces lieux-là. D'autodéfense. Il y a aussi voilà, être porté par le groupe, être encouragé, s'empuissancer ensemble. Il y a aussi beaucoup cette notion-là dans l'autodéfense. Et justement, tu l'intègres avec la tu as parlé un petit peu que les personnes que tu accompagnais en sophro, tu leur proposes des outils d'autodéfense. Comment en fait ces 2 techniques, elles se complètent, ou même elles vont se renforcer? En fait, oui, c'est en fait, quand j'ai commencé, enfin, quand j'ai fait le premier stage d'autodéfense, j'avais pas du tout cette vision-là parce que je ne connaissais pas, je savais pas, voilà, de quoi on parlait exactement. Et en fait, ce qui m'a frappée pendant le stage, c'était mais oh, mais ça, c'est de la sophro, mais ça, c'est de la sophro. Et du coup, j'ai tout de suite vu tous les liens, toutes les voilà, tout ce qui pouvait matcher en fait entre les 2. Et aussi, effectivement, au fil de mes séances, en fait, bah, déjà, la sophrologie, j'en ai déjà parlé, il y a cette notion vraiment
de méthode rebelle. Donc, effectivement, où il y a aussi cette notion en sophrologie de pouvoir poser ses limites parce que je le dis dans une vidéo que j'ai publiée récemment sur Instagram. En fait, pour savoir où sont nos limites, il faut déjà les sentir. Il faut déjà savoir où elles se trouvent. C'est-à-dire que moi, je reçois des personnes qui n'ont pas accès à ça. Donc, le travail sophrologique, il peut vraiment être adapté à ce travail-là déjà, de savoir ce qui se passe en moi quand il se passe, quand je traverse telle ou telle chose dans ma vie, qu'est-ce qui se passe dans mon corps, qu'est-ce qu'il me dit et quelles informations, en fait, je peux recevoir pour pouvoir prendre les meilleures décisions pour moi. Et donc, en fait, en autodéfense, il y a cette notion d'autodéfense émotionnelle qui consiste à finalement se faire confiance, écouter ses émotions, euh, avoir finalement des outils qui puissent permettre en fait de prendre soin aussi de soi émotionnellement. Quand on a vécu par exemple une agression, enfin voilà, il y a tout un pendant émotionnel et aussi corporel, c'est-à-dire que dans la partie physique en autodéfense, il y a la notion de respiration. Il y a la notion d'ancrage dans le sol, etc. Le fait d'avoir les deux pieds en contact avec le sol. Il y a le fait de prendre conscience de son environnement. Et en fait, tout ça, c'est finalement des techniques de sophrologie. Donc en fait, ça m'est apparu, mais vraiment avec une clarté éclatante, les liens entre les deux. Donc je pense effectivement que ce sont des méthodes qui sont extrêmement complémentaires qui résonnent en tout cas beaucoup l'une avec l'autre. Donc mon idée, qui est encore en chemin d'ailleurs, c'est vraiment de pouvoir proposer, pourquoi pas un jour, voilà, des accompagnements qui allient vraiment ces deux méthodes qui pour moi ont vraiment plein, enfin il y a plein de choses à faire en commun pour justement les mettre en valeur et les renforcer l'une et l'autre. Et justement, tu as un autre grand sujet de prédilection quand c'est pas justement poser ses limites et résister face au système. Et d'ailleurs, c'est aussi résister face au système, c'est le repos. Gros, gros sujet. Pourquoi justement c'est un thème dans tes prises de parole? Pourquoi c'est un thème qui revient aussi souvent? Je crois que le repos, c'est venu parce que, pareil, en fait, au fil de mes séances, au fil des personnes qui venaient me consulter, je me suis rendu compte que c'était un vrai sujet et que finalement, aujourd'hui, il n'y a pas seulement des personnes qui ne trouvent plus le temps de se reposer, c'est-à-dire très concrètement, qui n'ont pas de plage de repos dans leur emploi du temps. Moi, ce que je constate maintenant, c'est que les personnes, même quand elles ont cette possibilité-là, parce qu'encore une fois, d'avoir du temps pour se reposer, c'est un privilège, hein. On n'a pas tous les mêmes vies, on n'a pas tous les mêmes obligations, etc. Même quand ce temps-là, il est disponible, les personnes ne sont plus en capacité de prendre ce temps-là. Et là, en fait, je me suis dit, ah ouais, en fait, là, c'est dramatique. Il y a une bascule, j'ai l'impression, qui fait que, en fait, on est tellement sollicité, il y a les écrans, il y a cette productivité qui se glisse maintenant dans tous les interstices de nos vies, même les week-ends, il faut qu'ils soient rentabilisés, même les vacances, tout doit être performance. Qu'en fait, aujourd'hui, moi, je me retrouve en face de personnes qui n'ont plus la capacité d'avoir du temps de repos, aussi infime soit-il. Et c'est pour ça que je me suis emparée de ce sujet-là, parce qu'en fait, je me suis rendu compte que le repos, dans notre esprit, et ça, c'est pas un problème individuel, hein, c'est un problème réellement systémique, on nous fait croire qu'en fait, le repos doit être mérité. Et alors ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est oui, effectivement, très, extrêmement problématique. On parle d'un besoin vital, on parle d'un besoin fondamental de l'être humain, c'est-à-dire que c'est pas une option, c'est pas quelque chose qu'on peut se permettre de faire quand on a le temps ou que pendant les week-ends ou les vacances. Et du coup, je me suis emparée de ce sujet parce qu'il me semblait extrêmement important et que je voyais que c'était vraiment quelque chose qui, même si c'était pas la raison pour lesquelles les personnes venaient vers moi,
La sophrologie, c'est une méthode globale, hein, en fait, hein, qui a cette capacité aussi d'offrir des moments de respiration et de repos dans sa journée. Même si on parle de quelques minutes, de quelques secondes pour certaines techniques, ça peut vraiment changer la façon dont on traverse notre journée. Et donc, c'est un peu, moi j'aime dire que c'est un peu ça peut constituer en tout cas des plages de repos. Et du coup, il m'a semblé que c'était pertinent d'en parler, de faire le lien avec la sophrologie, et puis surtout de rendre en fait à ce besoin toute la place qu'il mérite. Parce que, encore une fois, le système ne nous permet pas de prendre ce temps qui pourtant est absolument vital, essentiel et qui est relégué au second plan et puis qui peut mener à des problèmes vraiment... Enfin, moi, je ne suis pas professionnelle de santé, mais je constate les personnes qui viennent me voir et qui me disent, bah, en fait, moi, j'ai pas accès, en fait. Je ne sais pas quand je suis fatiguée. Moi, j'ai des personnes qui me disent, en fait, je ne sais pas quand je suis fatiguée, je ne sais pas comment répondre à ce besoin-là. Et on en est là, en fait. On en est à... c'est comme si, voilà, je ne sais pas quand j'ai soif. Enfin, je veux dire, c'est vraiment aussi important que ça. Et voilà, j'ai trouvé que c'était important de rendre à ce besoin fondamental toute la place qu'il mérite. Et sur ce thème-là, il y a le livre d'ailleurs de Tricia Hirschi qui s'appelle Rest is Resistance. Et vraiment, je vous le recommande, c'est une lecture qui est extrêmement intéressante. Et dans ce livre-là, elle dit à un moment donné, en fait, le repos, enfin, j'espère ne pas, voilà, je peux pas la citer avec exactitude, mais en tout cas, elle a une phrase dans le livre qui moi, m'a beaucoup parlé. C'est, en gros, l'idée, c'est que le repos, on va pas vous le donner, quoi. Il faut l'arracher, en fait. Et j'ai trouvé que c'était extrêmement parlant. Et encore une fois, il y a le côté rebelle de la sophrologie qui est encore là. Mais en fait, effectivement, il faut arracher, il faut pouvoir revenir à ces besoins fondamentaux qu'on ne cesse de vouloir nous enlever. Mais oui, et tu as raison, très, très vite, on repart dans nos automatismes. Moi, tu vois, j'essaye de commencer, chaque séance par justement un petit temps de centrage, même si c'est une séance, par exemple, de coaching et le principal, ça va être de la parole, mais pour justement avoir une parole qui part, d'un espace un peu plus centré, justement. Et au bout d'un moment, je me suis rendu compte, j'ai arrêté de le faire parce qu'il y a toujours trop à en dire, tu vois, pour gagner un petit peu de temps. Et après, je me suis dit: «Mais non, en fait, résiste à remettre ce moment» parce que justement, dans notre monde actuel, ces 5 minutes ou 10 minutes de centrage, c'est un acte de résistance, en fait. Et c'est vrai qu'on doit lutter pour se dire: «Non, en fait, on va prendre» c'est pas 5 10 minutes en moins, tu vois? Comme si à un moment, je me suis dit: «Ah, c'est 5 10 minutes de temps de parole en moins». Non, en fait, on va les prendre et c'est pas en moins. Exactement, ouais, c'est très très précieux. Mais tu as raison, il y a vraiment une notion de enfin, c'est quelque chose vers lequel il n'est pas facile d'aller parce que effectivement, on est conditionné à faire le contraire, à rentabiliser tout ce qu'on fait. Voilà, il faut être productif, il faut que ça rentre dans le timing, etc. Et effectivement, comme tu dis, c'est pas du temps perdu. C'est pas ah, mais si je me repose, bah, je ne fais pas ça, etc., etc. Le repos en tant que tel, il a de la valeur. C'est pas quelque chose où on perd, c'est quelque chose où on gagne. Et ça, c'est vrai que c'est pas évident à réinstaller cette idée-là. Et c'est pour ça que je tiens à ramener cette notion de repos. Et d'ailleurs, j'en ai fait. Là, ça revient bientôt, mais j'en ai fait carrément un atelier dédié parce que je sentais qu'il y avait un vrai besoin à ce niveau-là et que c'est pas facile finalement de reprendre du terrain, de reprendre notre territoire sur cette thématique précise. Et comment t'as fait, toi, concrètement, justement, pour, réapprendre le repos pour toi? Alors moi, je pense que j'ai jamais vraiment perdu cette notion. En tout cas, j'espère. Mais ouais, j'ai l'impression que assez naturellement, en fait, oui, assez naturellement déjà, moi je suis pas quelqu'un de, c'est-à-dire moi j'ai jamais vécu pour le travail. Et d'ailleurs au début quand j'ai commencé dans l'entrepreneuriat, je me disais oh là là, mais en fait je voyais tellement de personnes autour de moi, ou plutôt j'avais l'impression que tout le monde autour de moi avait des journées, mais absolument, mais voilà, des journées à rallonge, qu'il fallait en faire beaucoup plus,
que si je travaillais pas le week-end, c'était le drama et que j'étais pas une vraie entrepreneur finalement, Et du coup, moi, le travail n'a jamais pris cette place-là dans ma vie parce que je refuse en fait. Voilà, moi je suis pas sur Terre pour trimer. J'aime le travail et j'aime travailler. Voilà, mon activité aujourd'hui, bien sûr, j'y prends du plaisir, mais ce que je veux dire, c'est que dans toutes mes activités, moi j'ai toujours fini à l'heure en fait. Enfin, voilà, activité salariée, moi je fais mes horaires, bisous, ciao, je travaille pas pour la gloire. Donc je pense que ce mindset-là m'a finalement prémuni, empêché de bouffer mes temps de repos, qui ont toujours été très importants pour moi. Après, je pense que c'est quelque chose qui est toujours en mouvement et qui est toujours en chemin. Moi, j'essaye vraiment de m'appliquer ce que je prône, c'est-à-dire voilà, d'avoir des temps de repos, comme je le disais, hein, les limites sur l'emploi du temps, c'est ça, hein. C'est voilà, ne pas faire des séances. Voilà, ou de toute façon, si je suis fatiguée, bah, je vais pas être pleinement présente pour mon accompagner, c'est pas l'idée. L'idée, c'est d'être pleinement, voilà, euh, en capacité d'accompagner les personnes comme elles le méritent. Donc, c'est important pour moi de m'aménager ces temps de repos-là, d'écouter mes besoins. J'ai aussi beaucoup appris au contact, notamment, alors j'en fais pas partie, mais je suis beaucoup le travail de d'Anne Favier et Selma Sardouk sur la pilule rouge. Et effectivement, je sais plus si c'est au détour d'un podcast, si c'est, mais je me souviens j'avoue, je me souviens plus, mais l'une ou l'autre, ou en tout cas si c'était carrément la pilule rouge, je ne sais plus, mais a infusé cette idée en moi que finalement je pouvais même répondre à mes besoins pendant mes séances. C'est-à-dire que moi, il y a beaucoup de séances, par exemple, où je suis restée à vouloir aller aux toilettes pendant 1 heure ou 1 heure et demie, et je ne m'autorisais pas, par exemple, à répondre à ce besoin-là. Et en fait, ça fait longtemps que ça a changé, que je me l'accorde à moi-même et que je l'accorde aussi à mes accompagnés. C'est-à-dire que juste avant la pratique, aujourd'hui, je demande toujours, est-ce qu'il y a un besoin? Est-ce que tu as besoin de boire de l'eau? Est-ce que tu as t'as besoin de passer aux toilettes avant qu'on commence la pratique en tant que telle, etc., etc. Donc, c'est des petites choses. Mais en fait, ça permet. Moi, j'ai des accompagnés qui me disent, ah oui, t'as raison, j'avais pas conscience, mais en fait, je vais boire un coup. Voilà, enfin, c'est aussi une façon pour moi de vraiment d'appliquer tout de suite en séance ce qu'on peut se dire, ce qu'on peut voilà, partager par la parole, mais vraiment, et moi je me l'applique aussi à moi-même parce que j'estime que je prône des choses, c'est pas des mots en l'air, moi j'y crois vraiment et c'est important pour moi de l'incarner. Euh, et je pense aussi ce qui a beaucoup changé pour moi depuis 1 an, et ça rejoint aussi ce que je disais sur l'emploi du temps, c'est mon cadre de travail, le cadre. C'est-à-dire que moi, quand j'étais en formation, on parlait beaucoup du cadre, qui est très important, mais du cadre pour les accompagner notamment pour leurs besoins, pour voilà. Et en fait, avec Elsa Couteillé que tu as évoqué en début d'épisode, avec laquelle voilà, j'ai suivi quelques séances l'année dernière parce que j'en avais besoin à ce moment-là de mon activité. Accompagnement d'ailleurs, voilà, qui a été vraiment extrêmement utile pour moi. Eh bien, je me suis rendu compte qu'en fait, mon cadre de travail était orienté beaucoup vers l'accompagner, mais pas vers moi. De quoi moi j'ai besoin en fait? De quoi moi j'ai besoin pour être bien dans mon activité, pour être sécure, pour voilà, m'y épanouir, rester cohérente avec ce que je prône justement, avoir l'espace, etc., etc. Et cetera. Et en fait, du coup, mon cadre, il s'est étoffé d'une façon voilà, assez impressionnante. Mais je pense qu'il y a ça aussi, il y a le côté voilà, rééquilibrer les choses entre les besoins de mes accompagnés qui évidemment sont très très importants, mais aussi les miens. Et je pense que ça, c'est vraiment une façon, en tout cas au sein de mon activité, de prendre soin de moi, d'avoir toujours cette idée en tête de j'ai monté mon activité à la base pour répondre d'abord à ce que moi je voulais, à la vie que je voulais mener. Et ne pas oublier ça, en fait. Parce qu'on a vite fait, je trouve, en tout cas pour moi c'était comme ça, je veux pas généraliser, j'ai vite fait de finalement être très 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 penchée vers l'autre, mais j'ai eu tendance peut-être par moments à m'oublier dans l'organisation, dans ce que je proposais. C'était pas forcément juste.
Bah oui, et c'est pas étonnant dans un métier d'accompagnement où, comme tu dis, on est formé pour être tourné vers l'autre, donc c'est pas du tout, étonnant. Tu as parlé du collectif tout à l'heure. Qu'est-ce que tu y trouves que l'individuel ne t'apporte pas? La notion de collectif, pour moi, elle est très, très importante. Alors, déjà, moi, j'ai commencé mon activité. En fait, dans la formation que j'ai suivie, on commence par des accompagnements collectifs, avant l'individuel. Donc, déjà, c'est venu très, très tôt dans ma pratique. C'est quelque chose qui m'a énormément plu. Parce qu'en fait, ça n'a rien à voir sur les choses que ça apporte, et notamment aux personnes qui assistent à ces ateliers, à ces séances. Et je pense que la chose principale, c'est le lien, en fait. C'est-à-dire que en collectif, il y a des liens qui se créent. Moi, j'interviens dans différentes structures. Toutes les semaines, je retrouve un groupe voilà, qui se retrouve. Et en fait, à chaque fois, les personnes, elles évoquent ça, c'est-à-dire ce lien, cette notion de se retrouver chaque semaine, d'avoir des caisses de résonance aussi par rapport au vécu des uns et des autres. Moi, quand j'anime des ateliers collectifs, notamment enfin, sur le repos, sur la colère, sur le fait de poser ses limites, les personnes ressortent souvent avec cette idée que oh waouh, je pensais pas qu'il y avait des personnes qui vivaient les choses de cette façon-là, qui les vivaient comme moi, ou ça permet aussi de prendre du recul parfois. Parce que on se rend compte que pour une technique, il y a des temps de partage pendant les séances de sophrologie, pendant lesquelles les personnes peuvent s'exprimer si elles en ont envie, il n'y a rien d'obligatoire. Mais du coup, ça permet aussi aux personnes de prendre conscience que un exercice peut avoir finalement un impact différent sur les 10 personnes présentes. Donc ça permet aussi une prise de recul qui peut être très intéressante parfois. Enfin, en fait, il y a plein de choses qui peuvent apparaître pendant le collectif, mais vraiment pour moi, le plus important, c'est la notion de lien, la notion de passer du temps dans un lieu avec d'autres personnes qu'on ne connaît pas forcément. En fait, je trouve qu'on vit dans une société qui est quand même très, très individualiste, où on est de plus en plus refermés les uns envers enfin, les uns par rapport aux autres. On se renferme énormément et on voit ce que ça donne sur le climat politique, sur la montée de l'extrême droite notamment, etc. Donc, pour moi, c'est très important de réunir les gens dans des lieux, d'avoir des lieux Et en fait, tu vois, quand j'en parle, je me dis qu'en fait, la sophro, elle est secondaire. En fait, presque, finalement. Que ce qui compte, c'est de se retrouver et d'avoir des espaces pour vivre nos émotions ensemble, d'avoir des espaces pour soi s'exprimer et pour aussi se mettre en posture d'écoute par rapport à d'autres personnes qui vont partager leur vécu. Je trouve que ces lieux-là, ils sont absolument essentiels et je pense que enfin, pour moi en tout cas, c'est très 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 important de les maintenir, de les organiser. J'ai presque parfois, je me trouve un peu bête quand je dis ça, mais j'ai presque parfois l'impression de faire vraiment acte de résistance quand il y a des choses comme ça qui s'organisent parce que je pense que le système, il veut pas ça pour nous. Je pense que voilà, le système, il veut qu'on reste chez nous, qu'on voilà, renfermé en ayant l'impression que nos petits problèmes ne sont que nos petits problèmes et que c'est pas du tout systémique. Donc le collectif, pour moi, ça apporte tout ça. Oui, et puis, ça vient aussi guérir, le collectif, d comme tu dis, dans la vision d'un collectif bienveillant, parce qu'il y a aussi plein d'espaces collectifs. On peut parler du monde du travail, de l'école, par exemple, qui sont des espaces collectifs extrêmement violents. Donc ça vient aussi montrer qu'il y a un autre collectif qui existe. Exactement. Oui, 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 vraiment. Bah, effectivement, comme je te disais, quand j'ai fait ma fameuse expérience de retraite, et en fait, je n'avais jamais vécu ça. Et effectivement, je suis rentrée avec cette idée de me dire, en fait, moi, je ne savais pas que ça existait. Donc, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui savent pas que ça existe, en fait. Et c'est ça aussi, effectivement, c'est de se dire que le collectif bienveillant, ça existe, qu'il y a des espaces euh, qui sont... alors, je dirais jamais que mes espaces, ils sont 100% safe, parce que pour moi, c'est voilà, un peu une surpromesse. Je fais mon maximum pour que ce soit vraiment sécure et le plus safe possible, mais c'est vrai que régulièrement, j'ai des personnes qui, à la fin, viennent me voir en me disant, c'est la première fois que je fais du groupe.
Et en fait, c'était trop bien. Alors que c'est des personnes qui, a priori, ben voilà, c'est pas super confortable, ont peut-être des réticences ou n'ont pas envie de s'exprimer devant le groupe, etc., etc. Et en fait, souvent, ces personnes-là en ressortent avec, mais en fait, c'était trop bien. Il y a cette notion vraiment de, effectivement, on n'a plus l'expérience d'un collectif bienveillant, comme tu viens de le dire, et du coup de ramener ça. C'est important de dire que ça existe et de multiplier ces espaces-là, ça me semble absolument essentiel. Mm. Je voudrais qu'on parle un peu de ton activité, justement, comment ça se passe pour toi. C'est intéressant parce que tu commençais un peu l'épisode en parlant de cette sophrologue que tu avais rencontrée, qui pour elle, ça semblait bien marcher, justement. C'est intéressant, on en a parlé toutes les deux entre nous, comment on peut déconstruire l'image qu'on peut avoir justement du métier, de ça marche bien pour quelqu'un et le fait qu'en fait, comme beaucoup, on peut avoir une activité à côté, parce que vivre 100% de la sophro, ça peut être compliqué, tu peux nous parler de tout ça? Oui, bien sûr. Alors, bon, déjà, moi, j'ai eu la chance, je dis que c'est une chance, je sais pas, mais moi, je l'ai vécu comme ça. J'ai eu la chance d'être dans une école où pas de bullshit, quoi. Vraiment, ils nous ont pas vendu du rêve, ils nous ont dit c'est super compliqué, et de toute façon, on le voyait, la plupart des formateurs avaient une activité à côté en plus. Donc, on voyait très bien que de vivre 100% de la sophro, ça allait être compliqué. Ils nous l'ont rabâché. Donc, voilà, pas de surprise à ce niveau-là. Aujourd'hui, au bout de, ça va faire 3 ans du coup en février que je suis installée. Aujourd'hui, c'est, j'avoue que je suis très heureuse de là où j'en suis dans mon activité. Voilà, j'ai le nombre de séances que j'ai envie d'avoir. Ça n'a pas toujours été le cas, loin de là. Mais en tout cas, je sens une progression. Je sens que ça avance. Je sens que même moi, dans mon activité, je me sens mieux que quand j'ai commencé. Voilà, il y a eu plein d'étapes. On en parlait juste avant. Il y a eu l'étape du cabinet où je me suis sentie voilà, obligée d'avoir un cabinet un petit peu pour avoir du concret, pour valider cette formation, pour valider le fait que j'étais, entre guillemets, une vraie accompagnante, etc., etc. Bon, ça, j'en suis revenue. Maintenant, je travaille, en tout cas pour l'individuel, je travaille uniquement en visio. Et ça me va très très bien pour l'instant, hein. Je dis pas que ça va pas évoluer. Mais en tout cas, aujourd'hui, je me sens au bon endroit. Je sens que c'est juste pour moi. Et du coup, la façon dont je vis mon activité, elle est beaucoup plus apaisée qu'au début. Voilà, je suis plus en recherche, j'ai l'impression, de ma posture, mais j'ai trouvé, je crois, une certaine paix avec mon activité. Et ça, je sais que c'est quand même très, très précieux, même si c'est en construction, hein. Parce que là, ce dont je parle, le nombre de séances que je veux, etc., c'est depuis quelques mois. Donc voilà, il y a aussi le temps, il faut pérenniser les choses, etc. Mais aujourd'hui, je suis assez alignée avec ce que je propose, et je sens que l'alignement, il est là aussi. C'est pas juste un ressenti moi, c'est aussi les personnes qui viennent vers moi. C'est-à-dire que je sens aussi que les personnes qui me trouvent, ça résonne. Alors qu'au début de mon activité, parfois, il y avait de la dissonance, où je me demandais parfois pourquoi certaines personnes venaient vers moi. Je me demandais un petit peu quel message et quelle énergie j'envoyais pour que ces personnes-là me consultent moi. Enfin voilà, il y avait un peu de questionnement. Il y a beaucoup plus d'évidence depuis quelques temps, donc ça, j'avoue que c'est assez reposant. Il a fallu quand même que je trouve mon rythme parce que je suis passée voilà, mon rythme a quand même changé assez rapidement. Donc ça m'a demandé quand même de l'adaptation. Mais là, j'ai l'impression d'avoir trouvé un certain rythme de croisière. Et moi, j'ai une activité à côté, salariée. Donc j'ai gardé en fait mon ancienne activité de rédactrice la moitié de la semaine et l'autre moitié de la semaine, j'ai mon activité de sophrologue à 100%. Pour moi, c'était inenvisageable de me former, enfin pas de me former, pardon, mais de me lancer sans avoir ce filet de sécurité. Même si c'est un job à mi-temps, voilà, qui finalement répond juste à mes besoins, voilà, avoir un toit sur la tête, avoir de quoi manger dans mon frigo et vivre basiquement. Euh,
pour moi, c'était pas envisageable de commencer cette activité sans avoir un filet de sécurité. Voilà, ça correspond pas du tout à ma personnalité. Moi, je suis quelqu'un de prudent. Je suis quelqu'un, voilà, j'avais besoin, je pense, de ça pour vivre cette activité de la façon la plus sereine pour moi. Et ça m'a vraiment permis de prendre le temps, de trouver, voilà, de trouver ma couleur dans l'accompagnement, d'essayer des choses. Et puis c'est un luxe aussi. Je veux dire, moi, s'il y a une semaine où j'ai pas envie de prendre de séance, bah aujourd'hui, je peux me le permettre, quoi. Et de pas être tenue par le nombre de séances que je fais, etc., etc. Je sais que ça peut être vraiment une source de stress immense et j'avais pas envie de vivre ça. Donc là, aujourd'hui, j'ai trouvé l'équilibre entre ces deux activités-là. À voir la suite, voilà, comment ça se goupille. Mais en tout cas, aujourd'hui, je suis contente de cet équilibre que j'ai trouvé. Et justement, même, si là ça fonctionne bien pour toi, que tu as de plus en plus de demandes de séances, est-ce qu'à un moment, faire le saut dans le 100 accompagnement, tu penses que ce serait quelque chose envisageable ou même souhaitable? Ou au contraire que la voie de l'équilibre, telle que tu l'as trouvée, en fait, ça reste quand même, justement aussi une des visions à déconstruire dans le milieu de l'accompagnement, et à prôner peut-être? Alors, quand je me suis lancée, clairement, c'était mon objectif. Vraiment, je me disais, je veux vivre à 100% de ça. Euh, aujo- à l'heure d'aujourd'hui, je me pose plus de questions. Il y a moins d'évidence de ce point de vue-là. Je pense que c'est une aventure que j'ai quand même envie de tenter. Mais c'est pas un absolu, c'est-à-dire que je m'interdis pas de tenter l'aventure et puis après de revenir finalement au salariat parce que ça m'offre l'équilibre que j'ai pu trouver aujourd'hui. Hum, donc, c'est une question qui est encore en suspens pour moi. J'ai pas vraiment de réponse fixe, mais oui, à l'heure d'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose que j'ai envie, mais pas 100% individuel, par exemple. Je veux toujours avoir mes séances collectives, d'avoir des ateliers ponctuels dans des lieux, etc. Et il y a l'autodéfense qui va venir se rajouter à ça. Je ne sais pas encore exactement de quelle façon. Mais voilà, d'avoir ces deux activités-là à 100%, pourquoi pas? Mais c'est vrai que parfois c'est difficile, je trouve, je dis que j'ai trouvé l'équilibre aujourd'hui, mais pendant longtemps ça a été difficile parce que, bah, tu l'évoquais il n'y a pas très longtemps, le milieu professionnel, il peut être quand même extrêmement violent. Moi, j'évolue dans un milieu professionnel où j'estime qu'il y a pu avoir de la violence. Et du coup... Ça a été pas facile pour moi de trouver l'équilibre parce que quand on passe la moitié de la semaine dans un tel environnement et que l'autre moitié, on est dans quelque chose bah, qui est complètement à l'opposé, pour moi, c'était pas facile de faire ce switch-là. J'en ai d'ailleurs beaucoup parlé en thérapie parce que j'avais pas conscience de tous les efforts que ça me demandait de switcher d'un environnement à l'autre. Quand il y a vraiment un écart assez important sur le plan des valeurs, etc. Donc ça apporte un équilibre financier. Mais en fait, qu'est-ce qui se joue pour moi, voilà, émotionnellement? Est-ce que c'est OK de faire la balance entre les deux? Donc voilà, qu'est-ce que ça me coûte aussi en termes d'énergie? Donc oui, en process. Mais ouais, j'aimerais bien un jour pouvoir me passer du salariat, même s'il y a des avantages, évidemment. Et comme tu dis, c'était une étape à passer comme l'étape du cabinet que tu as voulu tester et voir, bah, en fait, finalement, non. Et ouais, c'est un chemin que tu poursuis et de test, quoi. Bah, justement, on arrive à la fin de cet épisode. Le podcast s'appelle Un autre chemin est possible. Selon toi, lequel? Grande question. Euh, bah, moi, quand j'ai commencé dans le monde du bien-être, voilà, je pensais suivre un certain chemin et puis finalement, j'en ai emprunté un autre qui me semble aujourd'hui être vraiment extrêmement important, c'est-à-dire le chemin d'un monde où le soin serait valorisé à sa juste valeur. Et je sais que ça commence, voilà, que à notre niveau, en tant qu'accompagnant, bien sûr, on peut faire plein de choses, mais
je ferai jamais de promesses et je dirai jamais que la sophrologie c'est un miracle et je dirai jamais. Je pense qu'on a vraiment besoin de politiques, de pouvoirs publics qui remettent de la thune dans les hôpitaux, par exemple, notamment. On a besoin effectivement d'espaces de bien-être collectif, politisés, réellement inclusifs, qu'on arrête en fait de mettre la responsabilité sur les individus en ce qui concerne leur bien-être, leur bonheur. C'est extrêmement violent et malhonnête en plus de faire ça. Donc moi, ce chemin-là, il me semble vraiment délétère. Donc le chemin du bien-être politisé. Et puis surtout, je travaille pas pour que les personnes, elles puissent mieux vivre dans ce système. Moi, je travaille pour que les personnes, elles puissent puiser les ressources en elles pour le détruire, en fait, et pour qu'on fasse autre chose et qu'on prenne un autre chemin. Donc voilà, moi, je dirais le chemin de la révolution, hein. Bah ouais. Bah, en même temps, avec, la sophrologie comme méthode rebelle, on n'avait pas d'autres, issues possibles. Exactement. On est au mois de décembre, on est à quelques du coup, à quelques jours de cette fin d'année 2025. Qu'est-ce que je peux te souhaiter pour 2026? Ah waouh. Qu'est-ce que tu peux me souhaiter? Euh, Toujours plus de d'alignement, de paix, que cette dynamique continue. Mais je crois que l'alignement, c'est le truc le plus précieux que j'ai trouvé cette année, vraiment, que ma voix puisse continuer de porter. Mm. Bah, je te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup, Marion. Merci Ingrid pour tes mots, franchement c'était, hyper, riche et inspirant. J'ai noté plein de punchlines, il va falloir que je mette ça en forme, mais il y avait plein de phrases très fortes. Je l'ai trouvé donc, merci bah, pour ta présence et pour notre échange. Merci à toi, c'était vraiment un grand plaisir. Merci pour l'invitation. À bientôt. À bientôt. Merci à vous pour votre écoute et votre fidélité. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous taguer Ingrid et moi sur les réseaux. Vous pouvez aussi laisser une note ou un avis sur Apple Podcast. C'est un petit geste qui aide énormément à soutenir le podcast et à le faire connaître. Un autre chemin est possible, c'est aussi une newsletter mensuelle que vous pouvez retrouver sur Substack où je partage mes réflexions, les nouveaux épisodes et des ressources pour un monde plus conscient et mes coups de cœur du moment. On se retrouve très bientôt pour un prochain épisode. D'ici là, prenez soin de vous et défiez le système.